ce qui est de la question du langage animal, qui poursuit notre grand D, il faut noter que un des débats les plus houleux de l'époque contemporaine est celui se rapportant à la question du langage animal. Là-dessus, les avis sont partagés. Ainsi, certains soutiennent pour leur part qu'il existe bel et bien un langage animal. Déjà, la vie quotidienne nous fournit de nombreux exemples de manière dont les animaux communiquent entre eux. Mais l'exemple le plus illustratif de l'existence d'un langage animal est celui des abeilles qui a été mis en évidence par le zoologiste autrichien Karl von Frisch. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il expose sa conviction sur le langage des abeilles dans son ouvrage Vie et mœurs des abeilles. Alors, il montre dans son ouvrage qu'il existe au sein des abeilles un système de communication qui leur permet de transmettre des informations allant du plus simple au plus complexe. Ainsi, les abeilles peuvent localiser par leur langage le nectar de pollen, qui est une poussière fécondante des fleurs, et indiquer avec plus de précision si ce nectar se situe à une longue distance ou à une courte distance. Ainsi, par une danse en forme de cercle, l'abeille exploratrice indique aux autres abeilles que la nourriture découverte est à une distance faible ou à une distance qui a un rayon plus loin. Toute cette capacité des abeilles à transmettre des informations allant des plus simples aux plus complexes a permis de parler de l'existence d'un langage animal. Mais la question est de savoir si le mode de communication des abeilles, et de façon plus large des animaux, aussi précis que complexe soit-il, peut nous permettre d'admettre l'existence d'un langage animal. Alors, il faut comprendre que nous allons aborder ici le grand C, qui est l'impossibilité de l'existence d'un langage animal. À proprement parler, on ne peut pas parler de l'existence d'un langage animal. Le mode de communication des animaux connaît de nombreuses limites. D'abord, l'information chez les animaux, et notamment chez les abeilles, n'aboutit pas à un échange linguistique. Alors, comme le dit Émile Benveniste dans Problème de linguistique générale, son ouvrage, nous citons, le message des abeilles consiste entièrement dans la danse. Cela veut dire que les abeilles ignorent le dialogue qui caractérise le langage humain. Émile Benveniste poursuit dans ce sens et dit ceci: le message des abeilles n'appelle aucune réponse de l'entourage. Par ailleurs, le mode de communication chez les animaux est involutif. Cela veut dire que le système de communication chez l'animal n'évolue pas. Il est borné, puisque depuis que les animaux existent, il est toujours resté le même. L'habitude nous donne de constater à ce sujet que le mode de communication des abeilles se rapporte à une seule donnée, c'est-à-dire la nourriture. Leur système de communication est donc un système inné, instinctif et donc limité. Il est clair que le langage animal n'existe pas en tant que tel. Il faut plutôt parler d'un langage propre à l'homme. Grand D, donc, le langage comme le propre de l'homme. Alors, il faut donc nous dire ici que de tout ce qui précède, le langage est le propre de l'homme.
C'est-à-dire que le langage est une chose qui est seulement spécifique à l'être humain. Alors, cette spécificité du langage humain réside dans plusieurs facteurs. D'abord, le langage humain n'est pas un langage inné, ce n'est pas un langage instinctif, comme chez l'animal. C'est un langage qui s'apprend et qui s'acquiert donc par apprentissage. C'est aussi un fait culturel et social. D'autre part, le langage humain est évolutif et se perfectionne. Il est varié et diversifié. Les signes dans le langage humain ne sont pas des signes innés, mais des signes humains qui sont conventionnels. En plus donc du caractère conventionnel des signes, le langage humain est composé de langues. La langue, il n'est rien d'autre qu'un ensemble de contenus et un produit social. On est avec la faculté du langage, mais on apprend la langue. La langue est donc acquise et conventionnelle. Quant à la parole, c'est l'utilisation individuelle de la langue. Et une autre particularité du langage humain est la place qu'occupe la pensée. En effet, le langage chez l'homme est l'expression de la pensée. Et ce qui fait que le perroquet qui sait dire bonjour ne possède pas un langage à proprement parler, alors que le sourd-muet qui communique par des signes possède un langage, c'est que le perroquet réagit de façon instinctive, alors que les gestes du sourd-muet sont l'expression de sa pensée. Les gestes chez le sourd-muet traduisent la pensée, alors que le bonjour du perroquet n'est qu'une chose mécanique. Elle est une chose qui se fait de façon instinctive. Alors on peut dire que le langage est le propre de l'homme parce que l'homme est le seul à posséder la pensée. Mais la question est de savoir si le langage de l'homme traduit toujours fidèlement sa pensée. Alors, en dernier point, qui est le grand E, langage et vérité. À l'analyse donc de ce que nous avons dit plus haut, nous remarquons que le langage est incapable de traduire toujours fidèlement notre pensée. Au lieu de révéler la vérité de la pensée, il est souvent utilisé à d'autres fins. C'est le cas du mensonge ou de la rhétorique, qui est l'art oratoire par lequel l'on peut défendre des choses qu'on ne sait pas être vraies. C'est aussi l'exemple de l'incapacité du langage à traduire fidèlement des sentiments ou nos émotions. C'est cette incapacité du langage à rendre compte de la vérité, de nos pensées et de nos émotions qui poussera l'homme à se retourner vers la science qu'il considère comme le domaine de la vérité. Alors, nous avons donc vu que dans ce grand E, le langage ne peut pas toujours parvenir à traduire fidèlement notre pensée. Et nous allons donc finir dans cette partie qui est notre conclusion. À la lumière donc de notre analyse, il apparaît clairement qu'il n'est pas facile de définir la vérité du fait de sa variation en fonction des époques et des auteurs. Sans doute cette situation explique la difficulté de l'effort humain d'accéder à la vérité. Du coup, la vérité apparaît à la fois comme une entité relative et comme un idéal. Mais affirmer la relativité de la vérité, est-ce la poser comme un idéal? Est-ce nier son existence en tant que norme universelle?
Alors l'idée de vérité en tant que norme ne se retrouve-t-elle pas dans l'activité scientifique où l'on parvient à des connaissances qui réalisent l'unanimité ou l'accord des esprits? Voici donc ainsi présenté notre cours qui traitait du langage et de la vérité.